Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et comme tu peux voir au titre et à la miniature, aujourd'hui on parle de drift. Avant de parler de drift, déjà, c'est quoi le drift? Le drift est une discipline de sport automobile, dans laquelle le pilote contrôle le véhicule pour qu'il glisse d'un côté de l'autre de la piste. L'épreuve se déroule devant des juges qui notent la trajectoire, la vitesse, l'angle d'attaque et le style. Fin. Merci qui? Merci Wikipédia. Mais remontons un peu plus loin, remontons aux origines du drift. Mesdames et messieurs, je vous invite à faire un nouveau voyage, on retourne dans le passé, et cette fois-ci, comme la dernière fois, on retourne au pays du soleil levant. Années 70-80. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo qui traite des Bosozoku, où justement le drift va apparaître pendant la même période. Si je dois vous le rappeler, c'est une période où la délinquance au Japon était en hausse, on va dire. Que les forces de l'ordre faisaient face à une délinquance qui ne savaient pas comment appréhender. Et dans cette délinquance, on retrouve beaucoup de courses de rue. Illégales, bien évidemment, mais on verra aussi apparaître un petit de course bien spécifique, qu'on appelle Toge. Oui, ok, je sais, ça s'écrit touche, mais ça se prononce Toge. Alors, faites pas chier. Et ces courses-là avaient lieu sur des routes de montagne aux abords des grandes villes comme Tokyo par exemple. Clairement, c'était de la route de montagne mais bien sinueuse. Le genre de route où quand toi tu veux dépasser, tu réfléchis. Là, les gars, ils réfléchissaient pas. Ils avaient un style de conduite qui était un poil bourrin. Ça ressemblait presque à du rallye. Et d'ailleurs, dans les virages, les mecs, ils freinaient pas tant que ça. Freiner, c'est pour les faibles. Non, les mecs, ils étaient plein gaz, pied dedans, quitte à prendre le virage de travers. Et justement, ça allait intriguer les prémices du drift. Et d'ailleurs, un pilote en particulier va peaufiner son coup de volant et créer une discipline à part entière. Keiichi Tsuchiya. Cet homme a tout simplement inventé le drift. Qui est ce mec et d'où sort-il? Keiichi Tsuchiya est né le 30 janvier 1956 à Tomi, dans la préfecture de Nagato. Passionné d'automobile depuis son plus jeune âge, il aura comme modèle Kinemitsu Takahashi, un pilote auto et moto. Lors des JTCC, Kinemitsu Takahashi avait un coup de volant particulier. Au lieu de modérer sa vitesse à l'approche des virages pour être le plus précis possible, lui, c'était à fond, quitte à prendre le virage en travers. En 1977, Keiichi Tsuchiya va commencer sa carrière en course de tourisme, sur le Frenchman Series, suivi en JTCC. Il va tout doucement commencer à se faire un nom. Déjà grâce à ses temps autour, le mec n'était pas mauvais au niveau des chronos. Mais surtout, le petit Keiichi, il a un style de conduite bien à lui d'ailleurs. En 1985, il sera premier de sa catégorie en JTCC, à bord d'un véhicule qui est devenu assez célèbre aujourd'hui, la Toyota Truino, la E86. Keiichi remporta de nombreuses compétitions en véhicule de tourisme, y compris en 1995 à bord de la Honda NSX aux 24 heures du Mans. Sa carrière en compétition prendra fin en 2003. Mais il n'était pas impossible de retrouver le petit Keiichi sur des courses de montagne, de nuit, des courses de Toge, qui sont illégales, si je le rappelle. Entre les courses au circuit et les courses de Toge, Keiichi Tsuchiya va prendre vraiment plus de plaisir à foutre sa bagnole de travers du futur qu'à faire des chronos. En 1987, il va justement faire un petit court-métrage où justement, on le voit en train de mettre sa voiture de travers du futur. Et cette VHS sera vendue dans l'équivalent des bureaux de tabac Super 8 de chez nous, ce qu'on les appelle les conveni. Et pour le coup, la vidéo a l'effet d'une bombe. C'est la première fois qu'on voyait ça. Quelqu'un qui fait ça et en plus sur route ouverte. Si je dois rappeler, c'est illégal! Et suite à ça, beaucoup de personnes vont mettre la main sur la VHS et vont faire pareil.
Malheureusement pour Keiichi Tsuchiya, la JAF, la Japan Automobile Federation, vont mettre la main sur la VHS eux aussi. Et du coup, ils vont lui supprimer sa licence. Qu'est-ce qu'il a fait Keiichi? Il a fait un volume 2. J'adore le mec. Le mec, tu te fais lever en train de faire le con, tu pourrais t'excuser. Non, ta mère, ta soeur, je suis un deuxième volume. Ce mec est trop fort. Mais du coup, Keiichi se rend compte que ça devient un peu trop le bordel. Ça devient un peu trop dangereux. Du coup, Keiichi va militer auprès de la JAF, la Japan Automobile Federation, et des pilotes de rue pour que le drift soit pratiqué sur circuit en toute sécurité. Et c'est tout simplement comme ça que la discipline est le jour. Tout simplement. En fait, il faut foutre le bordel pour que ce soit légal. À méditer. En fait, non. Depuis ce jour, il est devenu l'ambassadeur du drift, ce qui vaudra aussi le petit surnom de Drift King. Même si, ironiquement, Keiichi Tsuchiya ne participera à aucune compétition de drift. Aucune. Entre temps, comme j'ai cité précédemment, en 2003, il arrête sa carrière de compétition, mais va se concentrer sur ses entreprises. Oui, parce qu'il faut savoir que Keiichi, pendant ce temps-là, vendait aussi des pièces détachées. Ah, le mec il s'arrête jamais. D'ailleurs, tant qu'on y est, il faut savoir que Keiichi sera aussi animateur de l'émission Best Motoring. En fait, c'est simplement l'équivalent du Top Gear chez nous. Enfin, il y a le Top Gear UK, parce que Top Gear France... C'est de la merde. Il sera aussi également directeur technique pour le manga Initial D. D'ailleurs, pour la petite parenthèse dans la parenthèse, le son qu'on entend dans l'anime. C'est le son de sa voiture, réellement. Il fera même une petite apparition dans un des épisodes. Il sera aussi coordinateur technique pour le film Fast and Furious Tokyo Drift. D'ailleurs, il aura même un petit caméo. C'est que dans une scène, on voit le personnage principal, Sean, qui apprend à drifter et qui fait globalement un peu de la merde. Alors qu'en fait, c'est Keiichi Tsuchiya qui est en train de drifter. Keiichi Tsuchiya a inventé une discipline et ce que je trouve ça incroyable, c'est de me dire que le mec est toujours vivant. C'est trop cool. Déjà pour commencer, où c'est qu'on fait du drift? Alors, soit sur un circuit qui accueille la discipline, ou soit sur une route fermée pour l'occasion. Le drift en compétition, le but c'est pas juste tirer des freins à main. Non, il y a des règles, des trajectoires et des juges. Le but c'est pas d'arriver le premier ou de claquer un meilleur temps. En drift, ce qui compte c'est la note. On peut distinguer deux divisions. La catégorie loisirs et les pros. Les compétitions sont divisées en 3 parties. Pour le coup, je me base sur les compétitions en France. Si j'ai bien tout compris, et si je dis pas de conneries, au cas, commentaire ça va ça. Première partie, les essais. La partie essai va te permettre déjà de t'imprégner du tracé, mais aussi de peaufiner ta voiture, voir les 2-3 réglages. Et avant de faire les essais, tous les pilotes ont une réunion avec les commissaires des courses qui leur expliquent ce qu'ils attendent des pilotes, que ce soit les zones d'accélération et les zones de drift. La deuxième étape, c'est les qualifications. Allez, maintenant. Go. Pour ce qui est des qualifications, en France, on utilise énormément la télémétrie. La télémétrie va se baser sur 3 facteurs pour donner une note. Ça va être la vitesse, l'angle et la fluidité. À la fin des qualifications, il ne restera que 32 pilotes. Le long du parcours, on verra 3 clipping points.
Ce sont des zones bien délimitées, soit par un encart publicitaire ou alors par un carré peint au sol, où le but est que le pilote se rapproche le plus possible du clipping point. Plus il se rapproche avec de l'angle, et plus il marque de points. Et plus il a de chances de qualifier. Par contre, attention, une fois que tu as commencé ton drift, tu dois le maintenir jusqu'au bout du segment. Si la voiture vient à regripper, c'est-à-dire qu'elle va réadhérer à la route, et que ça coupe ton drift, ça vaudra 0 points. Pour ceux qui font de la compétition en loisir, la compétition s'arrête uniquement en qualification, avec un classement général et merci, au revoir, passez une bonne journée. Pour les professionnels, il reste encore une étape, les battles. Initiating almost identically as LC throws it down Forsberg, big angle guy. Now flicks it around, pass hard to see. Obviously that touch and go has disappeared as Jeff Jones took it out. See Rome past that front flip, but Onibashi, you can see the proximity there. Oh, and Rome loops it. And that'll be. Pour les battles, cette fois les pilotes s'affrontent 2 par 2. Ce qui nous donne ces images juste incroyables. Pour les battles, cette fois, c'est différent. C'est pas la télémétrie qui donne la note, mais plutôt 3 juges. Sauf que cette fois, ils sont aidés de la télémétrie et de la vidéo. Au début des battles, ils sont 32 pilotes. Ensuite, ils sont 16, 8, quart de finale, 4, demi-finale et 2, finale. On retrouve sur la piste un leader et un suiveur. C'est-à-dire, le leader doit faire le plus beau tracé possible. Par contre, il a, je dirais pas une pénalité, mais un handicap. Il ne doit pas être 11% moins rapide qu'au temps de qualification. S'il est moins rapide et qu'il dépasse le seuil des 11%, c'est 0 points. Et ça peut être éliminatoire. Par contre, pour ce qui est du suiveur, c'est pas mieux. Le suiveur, lui, il a pour but de se calquer au maximum, essayer de faire le même parcours que le suiveur. Par contre, il n'a pas le droit de le dépasser. S'il le dépasse, c'est 0. Bon, par contre, si le leader vient faire une sortie de piste, c'est différent encore. Et justement, c'est là où ça devient intéressant. Imaginons, on prend un battle où en voiture leader, j'ai une voiture qui fait 300 chevaux. Une voiture légère avec un petit châssis aux petits oignons. Et derrière, j'ai un monstre. Une voiture qui fait 1000 chevaux. Entre les deux, hormis le châssis, il va y avoir une différence, ça va être au niveau des pneumatiques. Imaginons que ma voiture de 300 chevaux, elle a des pneus comme ça. Ça, c'est du 14 pouces. Bon, normalement, une voiture de 300 chevaux, on a des pneus quand même un peu plus larges. Mais imaginons que du coup, ma bande de roulement est suffisante pour transférer les 300 chevaux directement au sol. Mais du coup, vous vous dites bien que le mec qui a 700 chevaux de plus, le monstre de 1000 chevaux, lui, il aura des pneus plus larges. Par exemple, des pneus en 21 pouces. Il y a quand même une petite différence entre les deux. Et de me dire, oui, et alors? Et alors, si vous avez bien écouté, je vous rappelle que le mec qui est derrière, s'il regrippe, il est mort. C'est pareil pour le leader. Lui, le leader, lui, il s'éclate. Il est plein gaz avec sa voiture de 300 chevaux. Il accroche pas, il drift, il kiffe sa meilleure vie. Mais lui qui est derrière, je vous rappelle que si il dépasse le leader, c'est 0. Donc lui, techniquement, il a plus de chances de regripper. Mais comme je viens de le dire, s'il regrippe, c'est fini. S'il veut pas regripper, c'est-à-dire qu'il faut qu'il mette du gaz, qu'il accélère. Mais je vous rappelle que s'il dépasse le leader, c'est fini. Et c'est là justement que c'est marrant. Ça devient très intéressant les combats de drift. C'est pas qu'une question de puissance. D'ailleurs, en parlant de puissance, techniquement, toutes les voitures peuvent drifter. Pour rappel, il existe 3 grands types de transmission. La traction, qui est le modèle le plus répandu, c'est-à-dire qu'on a un moteur, une boîte à vitesse, et c'est les roues avant qui tractent le véhicule. Jusque là, vous me suivez. Ensuite, on a la propulsion. Dans la grande majorité des cas, on retrouve un moteur à l'avant, une boîte à vitesse, sauf que cette fois-ci, toute la puissance est renvoyée à l'arrière via un arbre de transmission, un pont qui arrive au bout, qui transmet à 2 cardans, qui est transmis aux roues arrière. Donc, du coup, c'est les roues arrière qui vont pousser. Et il existe le 4 motrices qui est simplement la synthèse des deux. Donc du coup, moteur à l'avant, boîte à vitesse, 2 cardans à l'avant qui vont pousser les roues avant, un transmission qui renvoie à l'arrière, un pont, 2 cardans arrière, les roues arrière poussent avec. Donc
4 roues motrices. Si aujourd'hui je vais faire du drift, il me faut quoi comme véhicule? Eh bah ça sera une propulsion. Vous allez me dire que pour cette raison, c'est que c'est la voiture qui glisse le plus facilement. Oui, mais pas que. Si on regarde un peu le règlement de la FIA, il sait que toutes les transmissions sont autorisées. À partir du moment où c'est les roues arrière qui poussent le véhicule. Alors, donc du coup, si je connecte mes deux neurones, toutes les transmissions sont autorisées. Si je prends la traction, ça veut dire que la traction, il faut que je développe un système pour envoyer toute la puissance à l'arrière. Ça va être un bordel d'un question ingénierie et la question financière, je vois vraiment pas l'intérêt. Donc, traction, non. 4 roues motrices, oui, techniquement tu pourrais dire que tu retires les deux cardans à l'avant et oui ça devient une propulsion. Mais, ouais, pas très pertinent. Si je prends par exemple un véhicule que j'ai essayé il y a très longtemps, ma Golf 5 R32 que j'ai déjà présenté sur la chaîne. C'est un 4 roues motrices. Il faut savoir qu'on retrouve un moteur, sachant que le moteur, compartiment moteur, la baie moteur est vraiment pas bien grande, avec une boîte à vitesse qui est couplée à une boîte de transfert qui va renvoyer la puissance à l'arrière. En termes de poids, j'ai pas à mentir, la transmission de la Golf est lourde, très lourde. Que ce soit la boîte 6 avec couplé la boîte de transfert, on est sur un truc qui fait au moins 60-70 kg dans ces eaux-là. Une boîte de BM, par exemple, on prend, allez, une 30. En propulsion, la boîte doit peser une trentaine de kilos. Donc, d'un question poids et d'un question ingénierie et de question argent, je trouve ça pas ça non plus très pertinent de prendre un 4 roues motrices pour le transformer en propulsion. Enfin, si pour le cas de ma Golf, si je dois transformer ma Golf en propulsion, ça serait vraiment pas très pertinent. Surtout que la voiture est super lourde. Donc, 4 roues motrices, ouais, bof, bof. Autant prendre une propulsion, au moins tu ne casses pas le test. Sachant que propulsion, je prends le cas par exemple des BMW, tu as de la place dans la baie moteur. Une fois que tu dégarnis tout le plastique qu'il y a qui ne sert du coup à rien, pour l'occasion, tu as de la place. Et tu as de la place côté boîte à vitesse, et tu as de la place à peu près partout. La Golf, tiens la place. Ah, et détail aussi important que je n'ai pas cité, tous les véhicules qui font du drift en compétition doivent être équipés d'une marche arrière fonctionnelle. Et les boîtes auto sont interdites. C'est toi et ton bon vieux manche à l'ancienne. Et là par contre c'est là où ça devient drôle, c'est que j'ai parlé de transmission mais j'ai pas parlé du moteur. Le moteur c'est plutôt simple, tu fais ce que tu veux. Non non, c'est pas des conneries. Si je vous cite le règlement de la FIA par rapport à ça, mot pour mot, un seul moteur à combustion interne de type automobile est autorisé. Les substitutions de modifications de moteur sont libres mais ne peuvent fonctionner qu'avec des mélanges d'essence ou d'éthanol. Les systèmes électriques et hybrides sont admis en compétition avec l'accord écrit préalable du département technique de la FIA. Et ça, c'est pas le plus dingue, hein. Dans ta voiture, tu peux mettre du NOS, tu peux mettre de l'azote. C'est comme dans Fast and Furious, quoi. C'est incroyable. Alors oui, par contre, les diesels ne sont pas forcément autorisés. Enfin, ça c'est pour ce qui est compétition officielle de la FIA en France. Après, je pense que sur des petites compétitions, le diesel doit être autorisé. Mais je pense que s'il est interdit, et pour une raison assez simple, c'est que techniquement, comme je l'ai cité précédemment, d'un point de vue moteur, tu fais ce que tu veux. Et y compris d'un point de vue électronique. Donc, quand tu reprogrammes un essence, par exemple, tu fais un stage 2 à ton moteur essence. En termes de rejet de gaz d'échappement, c'est pas très visuel, tu vois pas grand chose. Mais un bon vieux TDI 90 du Seigneur, quand tu fais un reprog stage 2 du Portugal, donc je pense qu'à mon avis c'est peut-être pour ça, si maintenant les mecs se mettent à enfumer la piste plus que les gommards, je peux comprendre que certains doivent gueuler. Alors, je ne vais pas vous citer l'intégrité du règlement. Il faut savoir que pour faire de la compétition en tant que professionnel, il y a énormément de règles à respecter par rapport au véhicule. Comme j'ai dit, par rapport à la transmission, le moteur, tu fais ce que tu veux, fais-toi kiffer mon frère. Mais il y a des règles par rapport à tout ce qui est sécurité. Les véhicules doivent être équipés de crash bar, c'est-à-dire que c'est une barre qui va protéger tout le long de ton bloc avant. Ça, disons que quitte à choisir un niveau plié la crash bar que plier ton châssis.
Il y a des règles aussi par rapport des réglementations par rapport aux arceaux, par rapport à tout ce qui est sécurité, tout ce qui est carburant, tout ce qui est pneus, tout ce qui est jantes. Au niveau de la carrosserie, il y a un peu plus de liberté. Par exemple, tu peux modifier ton capot pour mettre un capot en fibre pour gagner 5 kg, pourquoi pas. Pareil pour le haillon. Il y a énormément de sécurité par rapport aussi au réservoir. Je vais pas vous mettre l'intégrité parce que c'est extrêmement long et que je pense que ça intéresse personne et pas forcément moi non plus. Mais pour ceux que ça intéresse, je vous mets un lien dans la description avec tout le règlement complet de la FIA. Bon, pour résumer, je vais faire simple. Si vous voulez faire du drift en tant que professionnel, déjà prévoyez un bon gros billet parce que entre le prix de la voiture, de la prépa et de la mise en conformité, ça va coûter cher, ça va vous faire mal à la tête. Prévoyez des Doliprane avec. Pour conclure, la discipline a vu le jour pendant une période bien chaotique. Mais aujourd'hui est devenue une discipline à part entière et en plus très populaire. Au point qu'elle a même laissé des traces dans la pop culture. Le drift a rendu certains modèles de véhicules très populaires, comme par exemple, si je vais en citer qu'une, la Toyota Supra, la MK4. Ou alors certains modèles de chez BMW, comme la E30 ou la E36, peu importe son moteur, où justement la pratique du swap sera quelque chose de très généralisé et presque normal. Et pour ceux qui font des drift en compétition, n'hésitez pas à me donner votre retour, en espérant que j'ai pas dit trop de conneries, et qui sait même pouvoir faire une vidéo avec un pro qui pourra me donner son retour et me raconter un peu son parcours. Ça serait très intéressant pour moi et intéressant pour ceux qui regardent la vidéo. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à liker et à vous commenter aussi, c'est le seul moyen de nous m'aider en tant que petit youtubeur, pas en tant que petit grain de sable. C'était Didier des Casseurs et n'oubliez pas, le plus important c'est pas la vitesse, c'est le plaisir dans le volant. Bon allez, moi je vous laisse. J'ai des gommes à rouler. Ciao ciao. Déjà vu.